Bonsoir à tous. Éclairage dans cette édition sur le Brésil. L'élection serrée le 30 octobre de Lula pour un troisième mandat à la tête du pays face à Jair Bolsonaro s'est déroulée dans un climat inédit de violence, miroir d'une société fracturée. Au lendemain des résultats, les évêques du pays ont appelé les habitants à la réconciliation, un défi majeur pour le nouveau président qui prendra ses fonctions en janvier. Décryptage dans un instant avec Walter Prichton, qui est le responsable de programme de solidarité internationale au Secours catholique Caritas France. Mais tout de suite, quelques repères. Le Brésil est un État fédéral d'Amérique du Sud. Il est le plus grand pays d'Amérique latine et le 5e plus grand pays du monde. Il partage ses frontières avec pratiquement tous les pays du sous-continent. Au nord, Guyane, Suriname, Guyana, Venezuela et Colombie. À l'ouest, Pérou, Bolivie et Paraguay. Au sud, Argentine et Uruguay. Sa population est d'environ 214 millions d'habitants. Sa capitale est Brasilia. Sur le plan religieux, les catholiques, dont le nombre diminue, se situent autour de 65%. Ils étaient 73% en 2000. Puis suivent les protestants et évangéliques, qui représentent 22%. 8% des Brésiliens se déclarent sans religion. Les autres religions représentent 5%. Tout de suite, je retrouve notre invité. Walter Prichton, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous retrouver. Vous étiez fin juillet au Brésil, alors c'était pour le 10e Forum social panamazonien qui réunissait des représentants des peuples d'Amazonie. On y reviendra, mais peut-être une première photographie. Vous êtes retourné dans votre pays puisque vous êtes brésilien, je le précise. Cela faisait 3 ans que vous n'y aviez pas été. Quelles premières impressions vous pouvez nous partager ? Malgré ces 3 ans sans aller au pays, ce qui a été très dur à cause notamment de la pandémie de Covid-19, les retours au pays étaient marqués par un sentiment de détresse. Les gens ils souffraient de la violence au pays, de la division, les rivalités politiques, elles se sont immiscées au sein des familles, au sein des organisations. Donc c'était un climat assez lourd quand même. Et que les gens, ils exprimaient ça dans les rapports quotidiens et dans ce qu'ils nous transmettaient. Alors, il y avait ce contexte pré-élection. Il y a ce chiffre, on va y revenir, qui est quand même assez marquant, qui est établi par la coalition Solidarité Brésil. C'est un collectif d'associations dont le Secours catholique fait partie, qui parle donc d'une croissance, si on regarde les années 2016-2022, on parle de 46 cas de violences politiques en 2016. En 2022, on passe à 266 cas, 6 fois plus. C'est impressionnant, n'est-ce pas ? C'est intéressant de voir que parmi ces actes de violence, il y a plusieurs types de violences. Intimidation, menaces, invasion de sièges des partis politiques, assassinat. Donc c'est une première fois qu'au Brésil, on a vu 9 assassinats cette année 2022 liés à la campagne électorale. Donc c'est inédit et ça traduit ces rapports sociaux qui se sont durcis au Brésil après l'arrivée de Bolsonaro. Justement, comment est-ce que vous analysez cette violence qui s'est accrue durant ces années ? Et on en parle un peu en ce moment au Brésil, justement, qu'est-ce qui a changé ? Les Brésil qui étaient connus comme les pays de la cordialité, les pays de la paix raciale, de la bonne miscigenation. En fait, Bolsonaro est arrivé à autoriser, entre guillemets, des choses qui étaient enfouies dans les Brésiliens. Tous les racismes structurels, les violences structurelles contre les plus pauvres, des discriminations. Qui existaient déjà. Qui existaient déjà. Mais ça a été contenu par les institutions. Bolsonaro, néanmoins, arrive avec son franc-parler des violences, des haines. Et ça a libéré, je dirais, ces comportements violents. Les risques, et ce qui est plus grave, c'est qu'il a fait tout en armant la population. Une de ses premières mesures était la libération des armes au Brésil. Donc, on a plus de cas de violence contre les femmes, beaucoup plus de cas de violence contre les populations noires et les autochtones. Et on voit les assassinats politiques dans cette campagne électorale.
Cette campagne marquée par des violences sur les réseaux sociaux, aussi une instrumentalisation religieuse. Expliquez-nous. Effectivement, donc Bolsonaro, il s'est appuyé pendant ces 4 ans de mandat sur 3 groupes fondamentalement. Les groupes qu'on appelait les groupes de la Bible, les groupes évangéliques liés aux églises pentecôtistes, les groupes de la Balle, c'est-à-dire les lobbies pro-armes et les militaires, et un 3e groupe qui était celui du bœuf, c'est-à-dire de l'agrobusiness. Donc, Bolsonaro, en s'appuyant sur ces 3 groupes, il a eu notamment un discours très idéologique qui a instrumentalisé la foi des personnes. Donc, il s'est entouré des pasteurs des nouvelles églises pentecôtistes et un discours avec des mensonges par rapport à la vie politique au Brésil qui a réussi à entrer. Il y a un contrôle social de certains groupes des croyants au Brésil. Ça a touché les catholiques aussi? Les catholiques aussi, oui, effectivement. Et notamment, pendant la campagne électorale, Bolsonaro a voulu jouer sur tous les tableaux. Donc, notamment pendant 2 fêtes catholiques très importantes au pays, la fête du Cire à Belém, justement, et la fête de la patronne du Brésil, Notre-Dame à Paris. Et il est allé faire campagne électorale en assurant les catholiques les uns contre les autres, en transformant en pupitre des espaces de foi. Donc on voit effectivement des comportements à tous les niveaux. Alors cette violence qui traverse la société, elle n'épargne pas non plus les peuples autochtones. Il en existe officiellement 305 qui parlent près de 274 langues. Alors ces peuples, ils ont beaucoup souffert ces dernières années. Une délégation du CIMI, le Conseil indigéniste missionnaire, était ces jours-ci à Genève pour porter la voix de ces peuples devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Rodrigo Santana Pedro, représentant du peuple Pataxó, faisait partie de cette délégation. On l'écoute. A minha luta é para demarcar o território. É uma terra que está reconhecida, delimitada, publicada, mas não avança os processos de conclusão, de entrega da nossa documentação. Com isso, essa morosidade, essa falta de compromisso do governo brasileiro, nós estamos sofrendo todo tipo de violência, violência institucional, violência pela parte da polícia, dos governos, violência pela bancada ruralista, violência de empreendimentos imobiliários sobrepostos à nossa terra, violência de órgãos federais com parques nacionais, tirando o direito nosso com a floresta. É um massacre. Nós vivemos hoje um genocídio, um extermínio. Com a morosidade do território, não podemos implantar projetos na terra que vivemos. Ficamos, em muitos casos, subdesenvolvidos, subhumanos. Une réaction? Je trouve très important d'abord qu'ils puissent venir au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies justement pour parler de leur réalité. Et la lutte des peuples autochtones au Brésil, elle ne date pas d'aujourd'hui. Mais oui, bien sûr. Mais elle affronte un climat très hostile de la part justement du gouvernement. Bolsonaro, en arrivant au pouvoir, a dit aucun centimètre carré de plus pour des terres indigènes. Et il voulait les assimiler, il disait travailler pour le développement, mais en fait, il niait leur culture. Donc, c'est très important, leurs paroles, et qu'on puisse les entendre. Je crois que la présence à Genève, elle va se poursuivre aussi en Europe, en France, ces jours-ci. C'est important pour nous éveiller à un nouveau rapport à la nature. Parce qu'il y a la dénonciation qu'ils font de ce qui s'est passé sous les gouvernements Bolsonaro, et notamment les manques d'accès à la terre qui les appartenaient de façon ancestrale. Mais aussi, ils nous proposent, ils seront presque à l'avant-garde par rapport aux défis climatiques que nous affrontons aujourd'hui. Et bien sûr, et on avait vu ces feux immenses il y a 1 an et demi qui avaient vraiment entamé des milliers d'hectares, je crois. Et c'est vrai qu'on se dit finalement, rien ne bouge. Rien ne bouge. L'espoir est qu'aujourd'hui, ça puisse changer à nouveau. Je crois que la présence de Lula hier à la COP27 l'a marqué très fortement. Son discours a placé l'Amazonie au centre d'un point de retournement de la situation. Nous allons suivre ça et espérer que ça soit vrai.
et aussi de donc pouvoir accorder la place et écouter la parole des peuples amazoniens. Il y a aussi donc ce forum auquel vous avez participé, donc qui était à Belém. Voilà, qu'est-ce qui est ressorti d'important sur place? Je crois que c'était important d'abord parce que c'était des retrouvailles. Pendant longtemps que les populations amazoniennes des différents pays n'avaient pas pu se rencontrer. Là, en juillet 2022, on est à nouveau ensemble. On peut partager nos luttes, nos réalités, nos espoirs. Les indigènes, notamment, ont été très forts. Les populations descendantes d'anciens esclaves au Brésil et dans d'autres pays. Ils ont pu montrer les schémas qu'ils ont fait des résistances par rapport aux politiques de destruction de la forêt et dire, voilà, nous avons aussi nos alternatives. Donc, des projets d'agroforesterie ont été mis en avant, des projets de comment habiter autrement les territoires ont été mis en avant. Donc, c'était à la fois un moment de catharse collective. J'ai vu beaucoup de larmes. Les gens étaient marqués par 4 ans de souffrance, souvent au péril et en laissant des vies, mais était aussi un espace de se projeter dans un avenir différent. Et cette violence, alors, elle touche aussi les agriculteurs, on va en parler, ils ont bien du mal à résister face aux pressions de l'agro-business. On écoute le témoignage de Myriam Serrato, une jeune agricultrice de Paraná, dans le sud du pays. On en parle juste après. Esses 4 anos do Bolsonaro, então, foram para nós, da agricultura familiar, anos de insegurança, de incerteza e de medo, né? Então, depois de um governo popular, como foi o governo do Lula, que a gente teve visibilidade, teve vários direitos alcançados, como agricultores familiares, ter um governo do Bolsonaro que ameaçava, né, a agricultura familiar, foi um momento de insegurança, porque a gente tinha medo de perder os nossos direitos, a gente sofria ameaças constantes e o nosso futuro da agricultura familiar a gente vê com uma grande esperança agora com o governo Lula entrando, que a gente tenha mais oportunidade de mostrar o nosso trabalho e de valorizar o nosso trabalho com a produção de alimentos, principalmente aqui no sul do Brasil, que é tomado pelo agronegócio, principalmente pela produção de tabaco, né? Os agricultores, eles ficam na mão das fumageiras, e a gente vê esse futuro com uma grande esperança que a gente consiga diversificar as propriedades, que os agricultores familiares consigam produzir mais alimentos e que assim, produzindo mais alimentos, a gente tenha uma segurança alimentar mais grande para o campo e para a cidade. Alors j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que finalement les attentes, on le sent, elles sont fortes vis-à-vis de Lula, ne sont-elles pas trop fortes? C'est vrai qu'il y a des attentes trop fortes et des réactions trop fortes. On ne peut pas cacher qu'il y a une partie des pays est fracturée en deux et il y a une partie radicalisée de la population qui n'accepte pas encore les résultats. Donc il y a Lula, il aura un travail très important, titanesque même, d'écouter cette jeune agricultrice, ces leaders indigènes, autochtones, et les autres populations au Brésil qui ont été exclues les dernières années, les remettre au centre de la scène et à la fois pacifier les pays, reconstruire des relations sociales. Donc, attente forte et à la fois justifiée, je dirais, parce que Lula, il a gouverné les pays pendant 8 ans. Voilà, et si on regarde justement un peu ces 8 années brièvement sur ces enjeux-là, comment il y a répondu? Donc, justement, il y a quelque chose de très important. Aujourd'hui, le Brésil, en 2014, il avait quitté la carte de la cartographie de la fin de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Et en 2018, il est revenu sous Bolsonaro, c'est-à-dire un peu avant la pandémie. Donc on ne peut pas dire que c'est la faute de la pandémie, la faute du virus. C'est vraiment des questions de politique alimentaire adoptée dans le pays. Bolsonaro, il a détruit le système national d'approvisionnement alimentaire, les stocks alimentaires régulateurs. Et donc Lula, il arrive, il va devoir rebâtir ces systèmes de stockage, d'approvisionnement. Et à la fois, il va pouvoir s'appuyer sur des gens comme celle qui a témoigné sur votre émission,
qui sont là pour produire des aliments. Parce que l'agrobusiness, c'est vrai que c'est un acteur économique fondamental au Brésil, de grande importance. Néanmoins, il ne produit pas l'aliment qui va à la table des Brésiliens et des Brésiliennes. Plutôt pour de l'exportation. Pour l'exportation. Il y en a 33 millions de personnes qui souffrent de la faim au Brésil aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est la population du Portugal et de la Roumanie réunie. Donc, c'est beaucoup de gens qui ont faim, qui n'ont pas de quoi penser le lendemain et qu'il faut répondre. Sur qui Lula pourra s'appuyer? Justement, sur ces jeunes agriculteurs, sur les secteurs de l'agriculture familiale. Et justement, on a dressé ce tableau à travers ces deux exemples, des peuples autochtones, du monde aussi agricole. On va parler d'espérance parce qu'on est là aussi pour ça. Qu'est-ce qu'il faut selon vous? On comprend bien cette fracture qui est vraiment profonde. Qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi les priorités pour réconcilier? Je dirais, justement, les priorités, je dirais qu'elles sont trois. Réconcilier les pays, rebâtir les liens sociaux, ça va prendre du temps. Donc, on ne peut pas s'attendre à que le lendemain, tout soit fait. Et Lula ne pourra pas lui-même tout faire. Donc, c'est très important aussi l'appel des évêques brésiliens à reconstruire les liens. Il y a un rôle que tout un chacun devra jouer. Et là, les familles, les églises, les organisations de la société civile, bon, tout le monde est appelé à rebâtir ces liens sociaux. Donc, première priorité. Deuxième priorité, je crois que c'est quelque chose que Lula avait émis déjà comme priorité il y a 20 ans maintenant, c'est combattre la faim. Donc, comment répondre à ces 33 millions de Brésiliens qui n'ont pas de quoi manger. Donc, avec une nourriture de qualité en plus. Donc, réduire ce que Bolsonaro a ouvert les portes aux pesticides qui sont sur la table de tous les Brésiliens, avec beaucoup de libération de pesticides interdits en Europe. Donc, rebâtir cette capacité de se nourrir 3 fois par jour, comme il aime dire, le président Lula, et avec qualité. Et donc, troisièmement, je crois que l'autre priorité, c'est l'environnement. Comment éviter la catastrophe climatique qui s'avoisine et on la voit déjà, on les sent par le nombre de catastrophes naturelles qui s'est dédoublé au Brésil. Donc, comment répondre à ces 3 défis-là? Je crois que ça sera déjà un bon début pour le mandat du président. La tâche semble immense. Qu'est-ce que l'Église peut faire concrètement, voilà, et vous, Secours catholique, quel projet vous portez? Je dirais, là, pendant les autres gouvernements de Lula, il a mis en place tout un système de dialogue entre société civile et l'État, que je suis certain que ça va être repris, et que les organisations de la société civile, y compris l'Église, attendent beaucoup de ça. Pourquoi? Parce que cette société civile brésilienne, elle est très active, très créative. Et c'est de cette rencontre-là, les moyens de l'État et l'écoute de l'État aux idées de la société civile, aux idées des citoyens et des citoyennes, ça a permis de mettre en place des politiques publiques qui ont amélioré la vie des Brésiliens et des Brésiliennes. Donc voilà quelque chose qui va, je crois, qui rapidement, et c'est incroyable parce que tous les partenaires de Secours catholique, Caritas France, sont prêts à relever ces défis. Caritas Brésil, par exemple, disait tout le travail qu'on a fait pendant plus de 20 ans pour favoriser l'accès des populations, par exemple du nord-est semi-aride à l'eau, tout ça a été interrompu, mais on a les capacités, on a les savoir-faire pour réactiver tous ces programmes si on a un minimum d'écoute et d'appui de l'État. D'accord. Donc il y a eu d'un moment où les choses ont été gelées, et là vous allez pouvoir aussi vous reprendre votre travail avec les partenaires locaux. Reprendre tous ces projets, et je crois que là, l'État Bolsonaro, il a détruit l'État brésilien, dans le sens où les institutions qui devaient surveiller la forêt amazonienne, surveiller le respect des droits des peuples autochtones, surveiller l'accès des paysans à la terre, elles ont été détruites pendant Bolsonaro. Donc, dès qu'elles seront en place à nouveau, on pourra faire un travail ensemble pour travailler pour la préservation de l'environnement, pour l'amélioration des conditions sociales au Brésil. Une dernière question, dites-nous, on se souvient bien sûr du synode sur l'Amazonie 2019, 3 ans après, quel fruit? C'est quelque chose de très riche que le synode a laissé, que l'exhortation apostolique du pape Querida Amazonia a laissé pour nous. Donc les 4 rêves du pape François pour l'Amazonie, ils ont pris vie. Très concrètement? Très concrètement. Donc, nous Qu'est-ce que ça peut être, oui? Toute la place des peuples indigènes dans l'Église, dans la
dans la façon dont l'Église les écoute sans préjugés, en les accueillant. C'est une première chose. Toutes les discussions autour de la place de la femme, comment la femme est reconnue dans ce qu'elle joue déjà comme rôle dans les églises locales en Amazonie. Et je dirais une troisième chose, que c'est dans la méthode. Je crois que pour les synodes pour l'Amazonie, il y a eu quelque chose de très important qui était le processus d'écoute. Donc on a lancé des questions à laquelle tous les croyants étaient invités à réfléchir, à se prononcer. Ça s'est fait en groupe, ça s'est fait de façon individuelle. Et cette méthode-là du synode d'écoute et de laisser la place à l'altérité, à la diversité dans l'Église, elle est aujourd'hui reprise, par exemple, dans les synodes sur la synodalité, dans la conférence, dans les conseils des évêques latino-américains, qui s'est restructuré justement autour des 4 rêves de François pour l'Amazonie, qui aujourd'hui deviennent des rêves pour l'Église tout entière. Merci beaucoup, Walter Priston. On va suivre bien sûr ce qui se passe au Brésil et on prend tout de suite quelques nouvelles d'autres églises dans le monde. La Bolivie sous tension depuis près d'un mois. Santa Cruz, capitale économique du pays, est paralysée par une grève générale. Point de départ des manifestations. Le recensement national attendu pour 2023, mais que le gouvernement va opérer en 2024. Dans ce contexte, l'Église est présente auprès de la population, comme le raconte le père Guillermo Siles Paz, curé de la paroisse Saint-Martin de Porres. On l'écoute. En algunos lugares los laicos han ido y se han juntado con la gente para rezar el rosario, para hacer alguna oración. Y algunas veces nosotros también hemos ido a celebrar misa en estos puntos de bloqueo porque la gente viene muy poco a la misa, entonces hay que ir a ellos también, ¿no? El movimiento es un movimiento ciudadano, por lo tanto no tiene un carácter político estrictamente y por lo tanto la comunidad, la iglesia, los sacerdotes han ido uno que otro a compartir una Eucaristía en la calle con la gente, ¿no? Es decir, muy cerca de la gente. También como sacerdotes, bueno, uno tratando de acompañar a la gente porque hay gente muy pobre también en algunos sectores, en algunos lugares se han apoyado a la olla común para poder compartir, también alguna ayuda solidaria en medio de la gente. L'aide à l'Église en détresse a ouvert le 16 novembre à Londres sa campagne Semaine Rouge. Le but, sensibiliser le public sur la liberté religieuse et la persécution des chrétiens dans le monde. Au programme, des prières et témoignages sur tous les continents, avec le 23 novembre l'illumination en rouge d'églises et de bâtiments emblématiques comme la basilique de Montmartre à Paris, en présence de Monseigneur Ndagozo, archevêque de Kaduna au Nigeria. Monseigneur Ndagozo sera l'invité d'Église du monde le 24 novembre. Et puis le 20 novembre marque la journée internationale des droits de l'enfant. Le BICE, le Bureau international catholique de l'enfance, se mobilise. On écoute sa secrétaire générale Alessandra Ola. Il est juste, il est opportun chaque année de mettre un peu, d'allumer un peu le projecteur, plus par rapport à ce qu'on fait déjà tous les jours sur la situation des enfants dans le monde, enfants qui continuent à vivre dans la détresse, à être victimes de violences, dont leurs droits fondamentaux, les droits à la santé, les droits à l'éducation, à l'alimentation, à un logement digne, ne sont souvent que garantis partiellement ou pas du tout. Et donc, il y a plusieurs situations qui nous interpellent et qui, voilà, lors de cette journée, sont un peu un signal, un appel à se remobiliser encore plus. Voilà, et tout de suite, on retrouve notre chronique du monde. Et cette semaine, c'est le père Vincent Koundou Koulam qui est en Inde qui nous donne de ses nouvelles. Depuis des siècles, la chrétienté en Inde est connue pour ses œuvres dans le champ de l'éducation. Voici un collège universitaire d'Alua qui célèbre son 100e anniversaire. Il a formé milliers de personnalités compétentes dans la vie sociale et politique en Inde. Elle témoigne de l'unité des chrétiens au milieu de la diversité confessionnelle. J'aimerais vous faire visiter l'exposition qui vient de terminer dans ce collège cette semaine. Cela montre à quel point les institutions dans le domaine de l'éducation aident à favoriser l'harmonie sociale.
La première salle est préparée par des personnes qui travaillent au port de Cochin. Il initie les visiteurs à la construction des bateaux et sous-marines fabriqués par eux. Ensuite, l'exposition de l'école de la recherche en sciences et en technologie. On peut voir le fonctionnement de satellites et d'un Android fait à partir de déchets électroniques. Si vous regardez de près les habits des professeurs et des étudiants, vous comprendrez qu'ils appartiennent à des religions et à des castes différentes. Ici, nous sommes dans la salle faite par le département de biologie. Voici la pièce des étudiants en chimie. Nous entrons dans les salles de peintres. Voilà quelques souvenirs de la sculpture indienne. Nous ne pouvons pas terminer ce montage sans vous montrer l'arbre qui a été fondé par Mahatma Gandhi, le père de la nation. Sa présence dans les écoles et universités nous aide à inculquer les valeurs de la laïcité et de la démocratie chez les étudiants. Que les étudiants qui sortent de cette exposition puissent porter le message de la paix, de la harmonie et de la responsabilité de citoyenneté envers les autres. Merci Père. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle semaine. À jeudi.